Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Bibliographium, je vois toujours fidèle au poste. Euh, eh bien bonsoir à tous et puis excusez-nous hein, pour le décalage du live qui avait été prévu il y a 15 jours, qui est de mon fait, donc je m'excuse très platement. Mais ce soir on est ravis d'accueillir Alison Pereira qui va nous parler de ses recherches. Avant que je la présente très rapidement, je vais juste rappeler 2-3 éléments sur la chaîne si jamais il y a des personnes qui nous rejoignent qui connaissent pas encore Ça coule de source. Donc voilà, très brièvement, hein, Ça coule de source, c'est une chaîne Twitch qui vise à faire découvrir les cuisines de l'histoire et tout ce que vous avez jamais osé demander sur l'histoire et sur le passé. Et donc dans chaque live, on décortique une source, c'est-à-dire un document ou un type de document qui nous ouvre une porte vers des sociétés qu'on essaye de faire découvrir, et tout ça grâce à une chercheuse ou un chercheur qu'on interviewe. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit en live, que ce soit sur les réseaux sociaux par la suite. On est présent sur les réseaux sociaux divers et variés, Facebook, Twitter, Mastodon, LinkedIn. J'en oublie probablement. Instagram. Peter, sinon, va me gronder. Et on a aussi un serveur Discord dont le lien est sur la description de la chaîne. Et ce soir, donc, on accueille, non pas une historienne, en tout cas pas stricto sensu, mais on accueille donc Alison Pereira, qui est géologue et préhistorienne. Je vais la présenter brièvement, et puis ensuite on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc elle est maîtresse de conférences à l'université Paris-Saclay, et elle est spécialiste des archives sédimentaires du Quaternaire. Et donc elle va nous expliquer justement ce que c'est. Elle travaille en particulier sur les sites archéologiques paléolithiques en Italie, et elle va tout de suite pouvoir nous montrer concrètement ce sur quoi elle travaille. Et donc Alison, je te laisse nous présenter cette image que j'affiche tout de suite là sur l'écran. Alors qu'on a un peu fait circuler hein, sur les réseaux sociaux pour teaser un peu le live de ce soir. Mais est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'on voit en fait là Est-ce que c'est la Lune? Est-ce que c'est pas la Lune? Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, c'est pas la Lune. Donc déjà, bonsoir à tous. Alors, cette image, alors on n'est pas sur la Lune, effectivement. On est quand même sur un terrain sédimentaire qui a été fossilisé. Et ce que vous pouvez voir, eh bien, c'est qu'on va avoir différents types d'empreintes dessus. Si vous regardez sur la gauche de la photo, on voit des empreintes de pas qui, et on peut voir sur la droite de l'image d'autres petites empreintes qui sont associées à des animaux. Alors là, en l'occurrence, c'est peut-être des cervidés. Je ne saurais pas exactement dire. Mais en tout cas, on est en Tanzanie, sur le site de l'Étoli. Et c'est une séquence hein, sur laquelle on va avoir des longues voies comme ça, de sédiments fossilisés, sur lesquels on va avoir des empreintes un peu partout, d'Australopithèques, de grands singes ou d'autres types d'animaux. Alison, Donc ces Alison, empreintes sont très anciennes. Alison, Et la question, excuse-moi. c'est de savoir pourquoi est-ce qu'elles sont. Ouais, Alison, vas-y. excuse-moi, je te coupe 2 secondes parce que je crois que j'ai un souci de réseau chez moi et donc on t'entend pas très bien. Bon, Ça y est, je crois que c'est rétabli. c'est rétabli? Ouais, ça a l'air d'être rétabli, c'est bon. Est-ce que tu peux juste revenir un tout petit peu en arrière du coup sur ce que tu nous disais parce que je crois qu'on n'a pas très bien entendu. Ouais, alors du coup, sur cette image, il y a plusieurs types d'empreintes. Sur la gauche, on a des empreintes qui ont l'air d'être des empreintes de pas, si vous regardez concrètement. Et ce sont des empreintes d'Australopithèque, donc une espèce d'hominidé très ancienne. Et ces empreintes sont fossilisées dans un sédiment très induré, et elles sont datées de 3,66 millions d'années. Donc c'est quand même très très vieux. Sur la droite de la photo, vous pouvez voir d'autres types d'animaux. Alors là, en l'occurrence, c'est plutôt des cervidés qu'on voit, mais des empreintes comme ça, il y en a une très grande quantité. Des voies comme ça qui ont été fossilisées, il y en a plus d'une dizaine, hein. Et ce site se situe en fait en Tanzanie. Donc c'est le site de l'Etoli. Et c'est un site qui a été découvert en 1974 et qui est toujours étudié aujourd'hui, hein, dans les années 2010. Et on retrouve de manière régulière comme ça des empreintes fossilisées. Pourquoi est-ce que moi, ça m'intéresse? Parce que tout simplement, le sédiment qui fossilise ces empreintes, ce sont des cendres volcaniques.
des cendres volcaniques qui sont riches en calcaire, en carbonate, hein. Et en fait, il faut imaginer que quand on a une éruption, ça va projeter des cendres dans l'atmosphère, elles vont se déposer au sol, ça va refroidir, et là, on peut avoir des hominidés qui vont marcher dessus, parce que finalement, c'est plus très chaud. Et aux premières pluies, finalement, avec le calcaire présent dans la cendre, ça va fossiliser et préserver ça. Et ensuite, on va avoir du sol qui va recouvrir ça au fur et à mesure des années, donc depuis 3,7 millions d'années, hein, et les archéologues vont découvrir ces empreintes aujourd'hui. Concrètement, on en est là. Alors, je vais poser une question extrêmement bête, mais excuse-moi, Ouais. et je précise à tout le monde que, n'étant pas du tout spécialiste du domaine, je risque de poser des questions très bêtes. Mais on pourrait croire que ce type d'empreinte s'efface en fait avec le temps, avant qu'elle soit recouverte par des sédiments, par des centaines ou des milliers d'années. Donc comment ça se fait que ça reste à ce point-là? Alors en fait, il faut imaginer que, en l'occurrence, là en Tanzanie, on avait une activité volcanique qui était assez régulière, assez continue, et on peut imaginer que finalement, il y a une autre éruption qui a très vite recouvert ces empreintes. Ou alors une sédimentation via l'érosion des séquences autour qui a recouvert très vite les empreintes et les a préservées. Effectivement, ces traces de pas, elles sont assez incroyables. On terminait juste au moment où ça marchait plus. Tu disais qu'il y en a pas partout, quoi, que c'est des traces assez exceptionnelles. C'est des traces assez exceptionnelles et qui en plus sont hyper intéressantes, hyper importantes pour la préhistoire parce que finalement, c'est les plus anciennes traces qui montrent de la bipédie, en fait. Donc, c'est assez extraordinaire pour ça. Il y avait tout un débat là-dessus, justement, sur est-ce que c'était plutôt des grands singes ou la lignée humaine. Et là, vous pouvez voir sur cette image l'empreinte de pas d'un homme, l'empreinte de pas d'un chimpanzé, et puis les empreintes de pas finalement de l'étholie. Et on voit que c'est un site qui est vraiment à la transition, avec une bipédie qui va être finalement pas continue, mais de manière occasionnelle. Et donc, c'est un site qui est vraiment précieux pour ça, Tu peux pour juste comprendre un nous, petit tu peux juste nous dire brièvement, là j'ai mis l'image en grand, peu. comment on voit que c'est de la bipédie? Qu'est-ce qui nous Alors, permet de en le fait, montrer? bon, on a notre pied à nous, hein, à l'extrême gauche. Donc, on voit bien qu'on est très arqué au centre du pied. Et puis, vous pouvez voir que finalement, quand on regarde les empreintes de l'étholie, on a l'arc du centre du pied qui commence à se mettre en place avec les doigts qui sont un petit peu plus resserrés par rapport à celle du chimpanzé qui est au centre. D'accord. Donc, finalement, ça impose une certaine posture quand on va être debout, qui va faire qu'on va s'appuyer davantage sur l'extrémité du pied plutôt que complètement écraser la main comme un chimpanzé. Globalement, ça va être ça. Oui, dans le chat, on demande comment est-ce qu'on sait que c'est une bipédie occasionnelle. Le côté occasionnel, justement. Alors, c'est tout un questionnement, hein. Les chercheurs qui travaillent à l'Étoli ont étudié plusieurs voies, ont étudié toutes les empreintes de pas, et parfois certaines empreintes ont l'air d'être plus proches de celles d'un grand singe sensu stricto, et d'autres plus proches d'une bipédie. Là, on sait qu'à 3,7 millions d'années, on est vraiment à la transition, hein. Et on pense que les Australopithèques afarensis, en l'occurrence c'est Lucie, hein, je vous montrerai après des restes, c'était une bipédie un peu occasionnelle où il continuait à marcher à quatre pattes de temps en temps et il se relevait pour certaines tâches. Mais finalement, il y a encore des doutes là-dessus, hein. Mm. Mais on est à la transition vers une bipédie complète, on va Ouais. dire. Oui, mais c'est vrai que le passage, on le voit bien sur l'image que tu nous as montrée. Alors, du coup, tu vas pas forcément nous parler que de pieds, mais a priori, le but... Pardon, excuse-moi, tu voulais rajouter quelque chose. C'était juste pour vous montrer si ça intéresse ou pas la zone d'étude en question, Oui, hein, savoir où vous trouver les empreintes de pas de l'étholie par rapport au squelette de Lucie, hein, donc qui a été découvert dans la vallée de la Fare. Donc c'est les mêmes espèces, hein, dans ce cas-là. Pour Lucie, vous avez le squelette en haut à gauche, hein, de l'image. Finalement, c'est un squelette qui est très fragmentaire, où la bipédie était plus montrée par le bassin. Donc, il faut imaginer que quand on étudie des temps aussi anciens, finalement, ça va être un cumul de plein de données sur plein de sites archéologiques qui vont faire qu'au final, on va essayer de reconstituer une histoire pour un instant T. Mais pour ça, il faut avoir un bon contexte chronologique. Et c'est ça qui est assez compliqué. Dans le rift est-africain, c'est très connu, on parle du berceau de l'humanité parce qu'on a plein de restes d'Australopithèques, justement, donc très anciens. On a les empreintes de pas de l'étholie. Et vous pouvez voir sur la carte que je vous montre qu'ils sont tous ces sites quasiment localisés dans le rift est-africain. Alors, le rift est-africain, c'est une zone géologique intéressante où en fait on est à la divergence de plaques tectoniques.
Et la divergence de ces plaques, là, je peux vous montrer là, peut-être que c'est un peu plus clair. Donc, on voit que finalement, on va avoir deux plaques tectoniques qui vont s'écarter les unes des autres. Et ça va créer des dépressions et des grands lacs. Et on pense que finalement, tous nos australopithèques, tous nos ancêtres de la lignée humaine, s'installaient autour des grands lacs parce que c'était propice pour vivre. Et c'est pour ça qu'on va avoir plein de fossiles dans cette zone-là. Bon, si je résume. Oui, mais c'est très clair. Ouais, donc effectivement, ça permet de remettre un peu les choses en perspective. Et alors justement, pour essayer de construire, d'accumuler les données, c'est ce que tu viens de dire, hein, pour essayer de comprendre un peu la datation, d'où ils viennent, etc. Toi, tu t'intéresses plus spécifiquement à la question des dépôts volcaniques, donc qui était le substrat dans lesquels on avait les traces de pas tout à l'heure. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ils se forment? Alors, tu nous en as déjà un petit peu parlé, mais voilà, de façon peut-être un peu plus illustrée. Ouais, effectivement. Alors moi, je fais pas mal de volcanologie dans le cadre de mes recherches en géo. Et quand on parle de volcanologie, on va penser à deux types de volcans. On va parler des volcans effusifs. On va avoir des coulées de lave de type Hawaï, comme vous pouvez avoir sur la photo à gauche. Et puis ça, c'est ce qu'on va appeler les volcans gentils dans le jargon. C'est les volcans où finalement, c'est pas très grave de vivre à côté parce qu'on a des éruptions, des coulées de lave, on arrive à prévoir. C'est un peu ce qui se passe en Islande en ce moment. Finalement, c'est dangereux, mais on peut évacuer la population, il n'y a pas trop de problème. Et puis, on va avoir les volcans explosifs, comme le volcan, l'exemple présenté à droite, qui là sont des volcans qu'on va dire des volcans gris, des volcans un peu plus méchants, où finalement on va avoir des grosses éruptions explosives et on va avoir la dispersion de ce qu'on va appeler des dépôts pyroclastiques. Donc des dépôts pyroclastiques, moi je vais utiliser pas mal le terme de téphra. En fait, téphra en grec, ça veut dire cendre. Et ces cendres, il faut imaginer qu'on va avoir un énorme cumul autour du volcan au moment de l'éruption. Alors, bien sûr, ça va dépendre de l'intensité du volcan. Je reviendrai peut-être dessus si on a le temps, si ça vous intéresse. Mais aussi, ce qu'on va avoir, c'est que nos téphras, nos cendres vont se disperser sur de très, très longues distances. Et ça va m'intéresser. Une grosse éruption peut se disperser sur plusieurs milliers de kilomètres. Ça, on va utiliser la circulation atmosphérique pour déplacer ces cendres. Et ces cendres vont se déposer donc très très loin dans des sites archéologiques ou dans d'autres types d'environnements géologiques. Et ça va être assez intéressant pour moi parce qu'effectivement, ces dépôts volcaniques vont être analysables et vont être datables. Effectivement, comme tu disais, tu parlais de la datation des sites archéologiques. Moi, mon métier, concrètement, c'est de faire de la datation grâce à l'étude des dépôts volcaniques qui vont être interstratifiés dans des séquences géologiques. Donc, si je continue, en quoi c'est intéressant d'un point de vue archéologique? Eh bien, c'est parce que les volcans, on en a dans le monde entier, on en a partout. Et finalement, chaque volcan va être associé à un contexte géologique, on va appeler ça un contexte géodynamique qui va être propre. Et vous pouvez voir là sur cette carte, finalement, tous les petits triangles, c'est les volcans qui sont actifs ou qui sont éteints, mais qui peuvent se réveiller à tout moment dans le monde entier. La plupart de ces volcans, ils sont à la divergence de plaques tectoniques, aux limites de certaines plaques tectoniques. Je pense que vous avez tous entendu parler. Et ensuite, on va avoir des contextes un petit peu différents selon où on est. Pour ces contextes, alors là, c'est de la géologie pure, faut pas hésiter à m'arrêter si c'est pas clair. Mais globalement, on va avoir les volcans qui vont être en contexte de dorsale. Donc, par exemple, si je reviens sur la carte et qu'on regarde, alors j'ai plus mon curseur. Ah, si, ça y est, je l'ai retrouvé. Si on regarde au niveau de l'Islande, donc là, on est sur ce qu'on appelle la dorsale médio-atlantique. C'est une des dorsales qui est assez connue, qu'on apprend un petit peu au collège ou au lycée, où finalement, on est entre la plaque américaine et la plaque européenne. Et les deux plaques vont s'éloigner, et là, on est dans un contexte de dorsale. Donc là, on est plutôt sur nos volcans gentils, qui sont pas hyper violents. On va avoir le magmatisme au niveau des points chauds. Donc là, il faut imaginer des gros panaches mantéliques qui viennent de très profond, du manteau, à plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres d'heure. Là, typiquement, ça va être la Réunion, par exemple, le piton de la Fournaise. Et puis, il va y avoir tous les magmatismes de zones de subduction, donc entre des plaques tectoniques. Et ça, finalement, ça va être le plus important, le plus intéressant pour moi, parce que c'est là qu'on va avoir le maximum de volcanisme explosif et qui va entraîner le dépôt de ces téphras, justement, dans l'atmosphère.
D'accord. Quand tu disais tout à l'heure, excuse-moi, je reviens un tout petit peu en arrière, mais tu disais que, oui, bah, avec l'image, effectivement, ça montre bien. Tu disais que justement, ces volcans explosifs, il y avait des dépôts qu'on pouvait retrouver sur plusieurs milliers de kilomètres. Alors, il y en a peut-être ici qui se souviennent des éruptions en Islande qui avaient empêché tout trafic aérien pendant un certain temps, il y a quelques années. Ouais, Mais ouais, c'est pas des dépôts aussi épais forcément que ce que tu nous as montré au tout début, par exemple. Ça peut être des dépôts extrêmement limités. exactement, c'est exactement ça. Alors pour l'éruption en Islande, c'était une éruption finalement qui était assez faible, hein, assez gentille en 2010. Effectivement, ça a bloqué un peu le trafic aérien, mais c'était plus pour pas qu'il y ait de verres volcaniques qui se mettent dans Mm, les réacteurs. Donc c'était plus une mesure de prévention mm. qu'autre chose. Mais il y a certaines éruptions, effectivement, on peut retrouver sur plusieurs milliers de kilomètres. Donc, ça va dépendre de plusieurs paramètres. Donc, déjà, de l'intensité de l'éruption, de la hauteur du panache, si ça arrive à aller dans la haute atmosphère ou pas pour être réparti finalement sur toute la surface du globe. Et après, tu as tout à fait raison. Plus on est proche du volcan, plus les dépôts vont être épais. Plus on va s'éloigner du volcan, plus les dépôts vont être très, très fins. Typiquement, une des éruptions qui est la plus connue, c'est une éruption des champs flégréens en Italie. Alors moi, je parle beaucoup d'Italie, hein, parce que je travaille pas mal là-bas. Mais il y a eu une éruption il y a 40 000 ans qui est assez connue en préhistoire. Et en fait, on retrouve cette éruption jusqu'en Sibérie, donc des traces de cette éruption. Et c'est une éruption qui, quand on est autour de Naples, parce que les champs flégréens, c'est dans la zone napolitaine, bah là, va être retrouvée sur plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur. Donc, plus on s'éloigne du volcan, plus les dépôts sont fins, globalement. C'est de la gravité, hein. Les Mm. gros dépôts vont tomber avant, et plus on s'éloigne, bah, plus les particules fines vont pouvoir être transportées par la circulation atmosphérique. Ok. Et donc, c'est ces dépôts que tu retrouves après en couche. Ça, c'est l'image que tu nous montres ici, que je te laisse peut-être commenter Ouais, rapidement. Ouais. exactement. Alors là, on est sur une séquence volcanique qui est très proche d'un volcan. Donc là, on est toujours sur un volcan italien, on est dans la zone romaine. Et là, on est sur des dépôts qui sont assez épais. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a des formes de strates qui sont mises en évidence. Et il faut imaginer que chaque strate va être associée à finalement une activité éruptive particulière. Là, si on regarde le haut de la séquence, c'est un peu plus parlant. Toute la zone qui va être blanche, ça va être associé à des cendres assez fines qui vont être riches en ponce. Et puis si on regarde au-dessus, bon, pour un petit œil de géologue, j'ai encore perdu mon curseur. Ah, il est là. Là, tout ce qui va être marron, finalement, c'est un sol qui a été formé. On va appeler ça un paléosol. Donc, ça veut dire que finalement, l'activité volcanique s'était arrêtée. On a eu un cycle de géologie qui s'est remis en place, la formation d'un sol, de végétation, etc. Et puis, par-dessus, on va avoir de nouvelles éruptions qui sont mises en place, qui se sont déposées. Donc là, on n'est pas très loin du volcan. Là, on est à une vingtaine de kilomètres du volcan. Très proche, en Oui, l'occurrence. effectivement, oui. Ok. Et donc, du coup, ces dépôts-là vont te permettre de dater. C'est ça que tu nous disais au début. Ouais, exactement. Alors, du coup, je vais avancer un petit peu. Dans ces dépôts, donc là, vous avez les strates qui sont assez épaisses. On va avoir différents niveaux hein, de dépôts. Alors là, j'ai mis les bombes, les lapillis, les cendres. La seule différence, finalement, ça va être la taille, hein. Une bombe, ça va être un très gros bloc, et puis on va descendre progressivement jusqu'aux cendres fines. Et si on s'intéresse à ce dépôt d'un point de vue microscopique, eh ben, en fait, on va trouver ces minéraux-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer finalement le dépôt et au microscope, on va voir ce genre de cristaux qui vont apparaître. Et ces cristaux-là, pour moi, ils sont hyper importants parce que je vais pouvoir soit les dater. Donc là, typiquement, ça va être les minéraux qui vont être sur la droite de l'écran. Ce sont des minéraux qu'on va appeler des feldspaths potassiques. Pour vous donner une idée, la pierre de lune, ça va être un feldspath, si je synthétise. Et ces feldspaths, moi, je vais pouvoir les dater grâce à une méthode de datation qui va s'appeler la méthode Argon-Argon. Ce qu'on peut faire aussi, je ne sais pas si on détaillera davantage ça, mais c'est qu'en analysant des verres volcaniques, donc des particules de verre très fines, on va pouvoir voir finalement les éléments contenus dans ces verres et faire une carte, si vous voulez, une carte d'identité d'une éruption volcanique. On va regarder la chimie qu'on va avoir dans ces verres et selon la chimie, on va pouvoir dire bah, ça vient de tel volcan et on peut même parfois dire c'est telle éruption sans faire de datation. Donc ça va être un cumul des deux. Et ça, c'est ce qu'on appelle la téphrochronologie.
Et c'est ce que je fais moi en laboratoire. Donc, j'utilise la datation de ces dépôts-là pour mes sites archéologiques. Ouais, donc on verra après des exemples peut-être plus précis, mais effectivement, on peut imaginer que vu que on a cette carte d'identité et des dépôts qu'on peut retrouver sur sur de très grands espaces, là tout de suite, on peut réussir à voir quelle strate elle est en même temps que telle autre. Enfin, effectivement, ça ouvre des perspectives, quoi. Est-ce que c'est précis, du coup? Est-ce que, enfin, je sais pas, moi en tout cas, quand j'ai commencé à préparer l'émission avec toi, j'avais cette idée du carbone 14. Alors on a toujours l'impression que c'est assez précis, mais est-ce que c'est du même ordre là pour le coup? Alors, du coup, je vais avancer un petit peu. Donc là, c'était sur la dispersion des dépôts. Tac, tac, tac. Ça, on pourra revenir sur les archives après, si tu veux. Mais Oui, alors, pour la précision, ça va dépendre de plusieurs paramètres. Globalement, ça va dépendre de ce qu'on va analyser. Moi, je vous ai montré certains minéraux que j'aime bien, qui sont très riches en potassium, parce que finalement, la méthode que je fais est basée sur la quantité de potassium dans les minéraux. Donc, finalement, plus j'ai de potassium, plus je peux dater mes minéraux et plus je suis contente. Donc, on va avoir plein de gammes de matériaux datables, tant que c'est volcanique, hein, globalement. Est-ce que c'est précis? Oui, c'est très précis. Enfin, moi, je travaille sur des sites assez anciens. Par exemple, pour le site de l'Étolie à 3,7 millions d'années, je pense qu'il y avait une incertitude sur leur âge de 50 000 ans, 100 000 ans. C'est quand même très précis pour une période aussi ancienne. Moi, je travaille plus sur une période comprise, on va dire, entre 20 000 ans et 700 000 ans, pour faire très très large. Et je vais avoir 1% d'incertitude sur mes âges. Donc, c'est quand même très précis. oui, C'est une c'est des pas mal. méthodes les plus précises qui existent aujourd'hui en géologie. Alors Est-ce que c'est comparable au carbone 14? C'est oui, ça c'est que tu me ça. demandes. C'était ça parce que je vois que sur ton graphique justement, il y a la comparaison avec le carbone 14, mais Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est un peu le même principe, hein. Dans les deux cas, c'est ce qu'on va appeler des méthodes radioisotopiques. Donc, en fait, ça va être des méthodes de datation qui vont être basées sur un principe physique selon lequel on se dit on est dans un système fermé. Moi, en l'occurrence, c'est mon minéral. Pour le carbone 14, ça peut être des ossements, ça peut être des charbons. Enfin, ça va être tout le matériel avec de la matière organique dedans. Et on part du principe qu'on va avoir un élément pair qui est piégé dedans et qui va se désintégrer progressivement en un élément fils. Donc, c'est la courbe que vous voyez, hein, sur cette diapositive pour le carbone 14. Le principe de base des méthodes radioisotopiques, hein, c'est le petit point qui est peut-être un petit peu compliqué, c'est de se dire que on va avoir un temps au bout duquel finalement on va avoir la moitié de nos éléments pairs qui vont disparaître. Ça, c'est ce qu'on appelle le temps de demi-vie, la période radioactive. Et pour le carbone 14, cette période, elle est de 5370 ans. Et en physique, on dit qu'on va pouvoir appliquer 10 fois cette période avant que finalement on n'ait plus assez d'éléments pairs dans notre système pour avoir un âge. Je ne sais pas si je suis très claire ou s'il y a des questions. Mais globalement, ça veut dire que le carbone 14, on ne peut pas l'appliquer pour une période plus ancienne que 50 000 ans. oui, parce que si je te Alors, suis bien, je reformule, mais juste, tu me dis si je suis à côté de la plaque, mais en gros, ça veut dire qu'il n'y a plus assez d'éléments qui datables, en fait, qui te il y a permettent, parce qu'ils ont disparu au fur et à mesure. ils se sont désintégrés. C'est ça, Mm, on est sur des éléments radioactifs, ils se sont mm. désintégrés. Donc le carbone 14, la limite, c'est 50 000 ans. Alors, quand on travaille sur des périodes historiques ou d'archéologie récente, on va dire, pour moi, le carbone 14, c'est très bien, hein. Mais c'est vrai que pour moi, pour mes sites plus anciens en préhistoire, le carbone 14, ça va être inefficace puisque plus applicable, tout simplement. Moi, la méthode que j'utilise, c'est ce qu'on appelle la méthode potassium-argon ou argon-argon. Et en fait, là, la période de désintégration, elle est de plus de 1 milliard d'années. Donc, en fait, je peux travailler sur la gamme temporelle que je veux. Sur l'âge de la Terre, je peux dater tout matériel volcanique sur Terre avec cette méthode. Par contre, une période aussi longue implique que pour des échantillons très récents de l'âge du carbone 14, Mm, là, moi, je vais avoir du mal, mm. concrètement. Parce qu'il n'y a pas assez d'éléments fils formés, tout simplement. D'accord. En gros, c'est ça. Mais je peux rentrer dans la méthode si tu veux très brièvement. Alors, je sais pas si certains dans le chat ont la même expérience que moi, mais moi, là, j'ai des mauvais souvenirs de physique-chimie qui me reviennent en tête. Je suis pas sûre qu'on va rentrer dans le détail de la méthode, Ouais, si ça t'ennuie pas. Mais par contre, je veux bien que tu... Enfin, parce que je t'ai coupé... oui.
Pour l'instant, c'est clair, je suis d'accord. Mais je veux bien peut-être juste que tu reviennes sur les carottes que je t'ai fait passer peut-être un peu rapidement. Et sur la question des archives en fait environnementales qui sont les archives sur lesquelles tu travailles, même si c'est pas des archives papier. Ouais, exactement. Donc, si on revient sur ce petit dessin-là avec le volcan que j'ai dessiné, donc on a notre éruption explosive qui va être dispersée sur de longues distances. Et finalement, les dépôts volcaniques vont être mobilisés dans les rivières, dans les lacs, etc. Finalement, vont se déposer dans une dépression géologique et ne vont plus bouger. Et quand on fait de l'archéologie ou de la climatologie, parce que moi je vais vous parler aussi de paléoclimatologie, d'études de paléo-environnement, et ben, ces éruptions volcaniques, on va les retrouver dans certaines archives. Et si on arrive à les dater, finalement, on va pouvoir dater cette archive en elle-même, qui elle-même nous donne une information sur l'environnement ou le climat du passé. Là, sur cette diapositive, vous avez une photo du Marion Dufresne, hein, donc qui est le bateau français qu'on utilise en paléocéanographie pour aller faire des campagnes en mer. Et vous avez une image d'une carotte marine qui a été prélevée donc au fond de l'eau avec un carottier. Et dans cette carotte, vous pouvez voir les petits niveaux que j'ai encadrés en rose, c'est des téphras. Donc, c'est des éruptions qu'on va pouvoir caractériser géochimiquement et qu'on va pouvoir dater. Parce que très souvent, on va avoir un enregistrement climatique. Hein. Par exemple, quand on fait les dépôts marins en paléocéanographie, on va regarder ce qu'on appelle des foraminifères, hein, les planctons qui ont été préservés au fur et à mesure du temps dans la sédimentation. Et on va regarder quelle était la quantité d'oxygène à l'époque de la formation de leur coquille, quelle était la quantité de carbone. Et tout ça, ça va nous permettre de reconstituer les variations climatiques de l'époque de formation des coquilles. Mais le problème, c'est qu'on n'a jamais de chronologie. On arrive à dire, il faisait chaud, il faisait froid. Okay. Mais comment je date cette période temporelle? Et là, les téphras, c'est vraiment la clé dans ce cas-là, parce que si on arrive à avoir une datation, on peut dater les variations environnementales et climatiques. Donc là, c'est le cas pour les carottes marines. Mais on peut imaginer d'autres types d'environnements, comme des carottes lacustres. Typiquement, là, c'est une mission que j'ai fait cette année encore en Italie. Hein. Moi, je travaille beaucoup en Italie. Donc là, en Italie du Sud, en Basilicate, c'est un lac qui s'appelle le lac de Monticchio. Et on a fait un carottage au fond du lac pour essayer de récupérer les sédiments. Et dans ces sédiments, sur une carotte, pour vous donner un ordre d'idée de 40 mètres d'épaisseur, on a trouvé 100 niveaux de téphra, 100 niveaux d'éruption volcanique. Et si on analyse les sédiments lacustres associés, on arrive à reconstituer les variations environnementales. Ça, je reviendrai dessus par la suite. Là, c'est un exemple de type d'archives qu'on peut avoir. Et puis finalement, celle qui m'intéresse le plus, ça va être les archives archéologiques. Donc pour les archives archéologiques, il faut imaginer des sites archéologiques de plein air, hein, très souvent, pour les sites anciens en préhistoire. On n'est pas dans des grottes, dans des abris sous roches, hein, parce que finalement, ce n'était pas des zones occupées où il n'y en avait pas tant que ça. Et on a des séquences de plein air qui sont souvent très mal conservées, qu'on ne sait pas comment dater, parce qu'il y a très peu de méthodes de datation qui existent pour les périodes anciennes. Et quand on a des niveaux volcaniques en dessous ou en dessus ou au-dessus du site, là, on est très content, parce qu'on peut les dater. Et par encadrement, on va pouvoir dater notre site archéologique, par exemple. C'est un exemple. Là, c'est un site italien au sud qui s'appelle Cimitero di Atella. Et là, on peut voir une défense d'éléphants qui est préservée sur le site. Alors justement, vu qu'on commence à parler de sites archéo, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu procèdes? Alors peut-être déjà sur quelle période, tu en as un tout petit peu parlé, mais sur quelle période tu travailles? Donc ok, c'est pas de l'Antiquité classique, ça on a bien compris. Est-ce que tu peux nous dire sur quelle période tu travailles? Et puis après, concrètement, en fait, sur les sites, comment ça marche? Comment est-ce que tu travailles? Seul, pas seul, etc. quoi. Ouais. Alors pour la période sur laquelle je travaille, on appelle ça le quaternaire. Hein. Le quaternaire, ça a débuté il y a 2,6 millions d'années, mais c'est vrai que moi je me focalise plutôt sur les derniers 800 000 ans. Donc sur cette figure, alors je suis désolée, elle est en anglais, hein, mais ça va être toute la période du Pléistocène moyen supérieur. Tous les étages en jaune à gauche, donc la partie supérieure. Pourquoi est-ce que ça m'intéresse? Tout simplement parce que d'un point de vue évolution humaine, hein, c'est ce sur quoi je travaille, ce sur quoi j'ai fait ma thèse de doctorat et ce sur quoi je travaille encore aujourd'hui. Finalement, c'est une période assez intéressante en Europe occidentale parce qu'on va avoir l'émergence de certains hominidés.
En gros, sur cette figure, ce que vous pouvez voir, c'est que les premières populations humaines à être arrivées en Europe de l'Ouest sont arrivées il y a plus de 1 million d'années, 1,2, 1,3 million d'années. C'était associé à l'espèce Homo antecessor. Puis cette espèce, elle a disparu à un moment donné. Je ne sais pas trop pourquoi. Entre 900 000 ans et 800 000 ans, on n'a pas du tout de restes humains en Europe de l'Ouest. Et ensuite, on a une nouvelle espèce qui apparaît, qui est celle associée à Homo heidelbergensis. Cet Homo heidelbergensis, il a un nom un peu barbare, mais c'est l'ancêtre de Néandertal, qui lui est très connu. Donc en fait, ça va être une lignée continue vers l'homme de Néandertal qui vivait en Europe. On n'avait pas d'Homo sapiens jusqu'à 50 000 ans en Europe de l'Ouest. Donc c'est vraiment la lignée pré-néandertalienne qui m'intéresse et que j'étudie dans toute l'Europe de l'Ouest. Donc il y a plein d'innovations techniques, on reviendra peut-être un petit peu dessus, plein de changements culturels, de changements comportementaux, de la domestication du feu, des changements morphologiques. Et finalement, on a peu de sites archéologiques pour cette période. Enfin, on va travailler sur un corpus dans toute l'Europe, allez, on va dire d'une trentaine de sites, entre 700 000 ans et 200 000 ans. Et le problème, c'est que ces sites, on n'arrive jamais à les dater. Donc c'est vrai que moi, c'est ce qui m'intéresse parce qu'il y a certaines zones dans lesquelles je vais avoir volcanisme, plus sites archéologiques, et sur lesquels je vais pouvoir travailler. Donc, globalement, c'est ça. Ok. Oui, donc là, effectivement, alors j'avais pas en tête, effectivement, mon Néandertal. Bon, comme tout le monde, j'ai des idées préconçues très, très générales, mais c'est vrai que j'avais pas en tête que c'était des sites qu'on n'avait pas, ouais, qu'on n'avait pas de possibilité de datation autrement qu'à partir de ce type de méthode, quoi. Il y a d'autres méthodes de datation, mais qui sont finalement beaucoup moins précises. On va avoir des incertitudes plutôt de l'ordre de 10%, de 15%, de 20% d'incertitudes. Alors, si on regarde d'une manière très isolée un site, bah, finalement, on a une datation qui nous convient plus ou moins. Mais si par contre, on essaie d'avoir un schéma évolutif continu, si on a 50 000 ans d'incertitude à chaque fois, c'est difficile de voir un continuum ou pas, quoi. Oui, c'est sûr. C'est ça qui est complexe. C'est arriver à dater tous ces sites via une même méthode et être sûr qu'ils soient bien corrélables, comparables, etc. Surtout si on veut voir des émergences culturelles locales, régionales. Oui, effectivement. Bonsoir Australia, merci de nous rejoindre. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous parler d'un site, quand même, un site voilà, précis sur lequel peut-être tu aurais travaillé, sur lequel on peut appliquer ce type de méthode? Bien sûr. Alors, tac, tac, tac. Du coup, on va passer. Un super exemple que j'utilise beaucoup pour mes étudiants parce qu'il est très joli, il est très parlant. C'est un site qui s'appelle La Poledrara di Ceccanibio. Donc, si je reviens sur ma carte, parce que je travaille encore une fois beaucoup en Italie, hein, là vous avez une carte sur laquelle on voit la plupart les principaux sites paléolithiques inférieurs en violet, donc les points violets. Et les points roses, enfin les grands cercles roses, c'est les volcans qui étaient actifs à cette époque. Rome est localisée, la Poledrara, c'est juste à l'ouest de Rome, au nord-ouest de Rome. C'est un des points violets qui est présenté là. Et ce site, c'est un site qu'on va appeler un cimetière d'éléphants, d'une certaine manière, dans lesquels on va avoir plus de 20 000 restes de faune qui ont été trouvés. Donc là, vous avez des photos où on voit bien les fossiles qui ont été, si vous voulez, drainés dans un lit de rivière. Donc là, on voit la topographie qui est un peu érodée, parce qu'il faut imaginer qu'il y avait une rivière à cet emplacement-là, et qu'on a eu une énorme éruption volcanique, très proche, et que cette éruption, finalement, a drainé plein de fossiles dans le lit de la rivière. Cette éruption, ce qu'elle a fait aussi, c'est qu'elle a créé une boue sur une épaisseur assez importante. Et sur le site de la Poledrara, ce qui est très chouette, alors à chaque fois mes étudiants me disent ouais c'est un peu barbare, mais ce qui est quand même très chouette, c'est qu'on a des éléphants qui ont été piégés dans cette coulée. Donc là, sur cette photo, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais on voit un crâne d'éléphant avec la grande défense qui part vers la droite. Alors, attendez, hop, la défense là. Et puis là, on voit une patte d'éléphant. Puis on a l'autre patte de l'autre côté. Et puis on a les deux autres pattes derrière qu'on ne voit pas. Donc il y a 3 éléphants qui ont été piégés dans cette boue volcanique. Alors on appelle ça en géologie un lare. Donc c'est une espèce de boue composée de grosses pierres ponces qui a rempli le lit de la rivière. Et il faut imaginer que ces éléphants ont traversé la rivière. Et ce qui est encore plus chouette, c'est que ces éléphants ont été attaqués par des hommes préhistoriques. Donc quelque part, c'est comme un Pompéi de la préhistoire qui a été préservé. Le crâne de cet éléphant, il est complètement fracturé. Il y a des morceaux de silex un petit peu partout qui ont été retrouvés.
Il y a certaines parties anatomiques qui ont été emmenées par les hommes préhistoriques, alors probablement pour la moelle, pour la viande. Et on a retrouvé une dent humaine, hein, dont vous avez la photo juste à côté, qui correspond à la dent d'un enfant. On pense qu'il avait un âge compris entre 5 à 10 ans. Donc ce site, il est vraiment très très chouette parce qu'on a vraiment des milliers de restes de faune. Donc en même temps, ça donne aussi des informations sur l'environnement, le paysage faunistique, hein, si vous voulez, de cette époque. Donc moi, j'ai travaillé à la Poledrara pendant ma thèse. Et globalement, ce qu'on a fait, c'était redessiner une stratigraphie, hein, donc une stratigraphie là sur la droite. Sur le haut de la coulée de boue, j'avais dessiné un éléphant, on va dire entier, hein, en position anatomique. Tous les restes de grande faune qui ont été remaniés dans le fond de la rivière, enfin dans le fond de la coulée de boue. Les dépôts orange, finalement, c'est le lit de rivière qui était en dessous, qui était bien préservé. Et puis, on avait échantillonné aussi pour la datation un dépôt qui était 1 mètre en dessous du site archéologique, parce que c'était un dépôt volcanique en place, hein, un dépôt de sable volcanique bien préservé. Et on s'est dit, on va faire des datations argon-argon sur la boue volcanique. On va regarder ce qu'il y a dans le système fluviatile, voir si on a des éruptions qui sont remobilisées ou pas, plus anciennes. Et puis, on va dater le niveau volcanique en dessous. Là, les diagrammes, enfin la figure à gauche, ça vous montre le type de résultat que je peux avoir, que je peux attendre. Donc, si on regarde le premier graphique en haut, alors déjà, vous avez une échelle de temps. Hein, là, c'est entre 240 000 ans et 480 000 ans. A, c'est les kilos-ans, hein, donc des milliers d'années. Et on va voir que chaque petit trait, ça va être l'âge pour un minéral. Donc, vous avez la photo des minéraux datés. Hein. Donc, un minéral prélevé va être daté de manière individuelle. Puis, on va dater plein de cristaux comme ça. Donc là, je ne sais plus, on en a daté 29. C'est le 29 qui est à ce niveau-là. Sur ces 29, il y en a 23 qui ont donné mathématiquement, statistiquement, exactement le même âge moyen pondéré. Et ça nous a permis de calculer un âge pour cette boue volcanique, donc riche en ponce, de 325 000 ans. 325 000 ans, plus ou moins 6 000 ans, si on prend en compte toutes les incertitudes possibles de la méthode. Si on regarde le dépôt qui est en dessous, le dépôt fluviatile, en fait, c'est un dépôt de rivière. Hein. C'est une rivière qui remobilise plein d'éruptions, plein d'événements. Et c'est ce qu'on voit. On voit deux grosses éruptions qui sont enregistrées, une ici et une ici, plus une qui apparaît plus ancienne à ce niveau-là et à ce niveau-là. Finalement, c'est ce qu'on attendait. Mais ce qui est rassurant, c'est que les éruptions les plus jeunes qu'on voit, elles sont toujours plus vieilles que notre coulée de boue qui est en dessous. Donc, on est content. Oui. Donc là, on avait un âge à 360 000 ans pour le système fluviatile. Et finalement, en datant le dépôt volcanique tout en dessous, on a un âge à 410 000 ans. Donc finalement, tout était très cohérent. C'est un instant T, donc on sait que ces éléphants sont contemporains de l'éruption à quelques semaines près, hein, même une année près, on s'en fiche. On n'est pas dans ces périodes de temps-là. Donc finalement, l'âge de 325 000 ans, c'est l'âge des éléphants. Ce qui est assez chouette, c'est que avant que ce site soit daté, les paléontologues avaient fait toute une étude sur toute la faune retrouvée sur le site de la Poledrara et ils avaient estimé un âge entre 350 000 ans et 300 000 ans, sachant qu'eux n'avaient pas de méthode de datation radiométrique. C'était plus par rapport à la comparaison de ce qu'ils voyaient dans l'environnement, ce qu'ils voyaient autour et ce qui avait été daté ailleurs. Donc pareil, ils étaient très contents et ça a très bien marché. Donc, ce type de datation, ça permet aussi d'aider les paléontologues dans d'autres séquences où ils vont avoir le même type d'assemblage de faune, mais où ils ne vont pas pouvoir dater les restes directement. Donc là, ça avait plutôt bien marché. Ouais. Oui, effectivement, tout s'ordonne bien, c'est parfait. C'est parfait. Dans le chat, Bibliographie me fait remarquer que c'est vrai que c'est un peu la scène... Enfin, quand on s'imagine la préhistoire, en fait, c'est des gens qui courent après des mammouths ou des éléphants. Et c'est vrai que là, du coup, on a une espèce d'instantané de tout l'imaginaire préhistorique qu'on pourrait avoir, quoi. Oui, c'est un peu ça. Ce type-là, c'est un peu ça. Mais il faut imaginer que le bassin méditerranéen, entre 700 000 ans et allez, 150 000 ans, il y avait beaucoup d'éléphants. Il y avait des éléphants un peu partout. C'était une faune très représentée. En fait, il y a à un moment donné, il y a eu des conditions plus arides en Afrique qui ont fait que les faunes africaines sont arrivées dans le bassin méditerranéen, qui finalement était un refuge climatique. Donc, on avait des lions, on avait des hyènes, on avait des éléphants, on avait des hippopotames, des rhinocéros. Enfin, toute la faune africaine se retrouvait dans le bassin méditerranéen. Et c'est vrai que, alors, c'est pas des mammouths, hein, il fait trop chaud, mais c'était des éléphants.
Alors, du coup, là, tu nous as présenté la manière dont on peut dater un site, puis il y a le travail aussi avec les paléontologues. Quand c'est comme ça, tu vas sur site ou tu travailles simplement sur des échantillons que d'autres peut-être ont récupérés, ou comment ça s'organise entre le travail sur site et le travail en laboratoire? Alors non, je vais sur site à chaque fois, enfin, Hmm. quasiment à chaque fois, sauf quand de manière très anecdotique, certains collègues m'envoient des échantillons qu'ils ont prélevés. Mais c'est important d'aller sur site parce qu'on a un regard sur la géologie locale. Parce que finalement, quand on va aller prélever un dépôt volcanique, il faut s'assurer qu'il soit bien stratigraphiquement en place et qu'on arrive à le corréler au reste archéologique. Hmm. Donc à chaque fois, non, c'est des missions de terrain sur lesquelles je me déplace. Et quand on revient en laboratoire, on va avoir pas mal d'étapes ensuite. Donc là, ça va de l'échantillonnage jusqu'à l'analyse. Globalement, on échantillonne, on va extraire les minéraux que je vous ai montrés, hein, les feldspaths potassiques, et ensuite, bon, il y a tout un processus, et on va les analyser par spectrométrie de masse. On va mesurer les isotopes qui nous intéressent et on va calculer un âge. D'accord. Euh, Pardon, je perdais le fil de mon idée. Alors là, on a un instantané. Du coup, on a un site voilà, qui a été, qui est assez incroyable, hein, de fait. Merci de nous le présenter parce que c'est vrai qu'il il est hyper parlant. Donc il y a un site que tu arrives à dater voilà, en comparant avec les dépôts volcaniques que tu arrives à retrouver sur les dépôts, enfin sur le site. Mais comment est-ce que ça peut t'aider aussi à comprendre les interactions en fait entre les sites? Est-ce que tu arrives à enfin, est-ce qu'il y a des moments où par exemple tu arrives à dater un site par rapport à un autre de façon plus aisée avec ce type de méthode et à comprendre l'environnement régional aussi de façon plus facile? Ouais. Alors attends, je peux te montrer, enfin je peux vous montrer par exemple, il y avait tac, cet exemple-là qu'on a un peu Ouais. passé tout à l'heure. Il y a un site au sud de l'Italie. Et en fait, il est intéressant parce que là, vous voyez toutes les lettres A, B, C, D, F, enfin E, F, G. À chaque fois, ça va être un niveau archéologique particulier. Puis ensuite, on reprend une sédimentation fluviatile, en l'occurrence, hein. Puis à un moment donné, les hommes préhistoriques reviennent dans le coin, se réinstallent, redéposent leurs outils, etc. Et ce qui est intéressant sur ce site qui s'appelle Notar Quirico, c'est que finalement, on a plus de 10 niveaux archéologiques dans la même séquence. Donc, en étudiant par exemple ces 10 niveaux archéologiques, finalement, on va arriver à avoir une évolution dans la même région et voir si on a des changements culturels ou pas. Alors, sur des sites aussi anciens, hein, les restes archéologiques qu'on a, finalement, c'est des outils assez archaïques, hein. On n'est pas du tout sur des périodes antiques ou autres. Mais globalement, ça peut être des bifaces, hein, comme vous le voyez sur la photo là, avec le niveau F. Donc, ce site-là, il est intéressant parce que c'est un des sites les plus anciens d'Europe sur lesquels on va avoir des bifaces. Et pareil, au sommet de la coupe, là j'ai dessiné un petit nonos, bah, finalement on a un fossile humain. Et ça aussi, les fossiles humains pour des périodes aussi anciennes, il y en a très très peu. Là on a un fémur et c'est déjà extraordinaire. Les fossiles humains, aller sur entre 700 000 ans et 400 000 ans, par exemple en Europe, on va en avoir, alors je sais pas, mais on va en avoir, si on oublie les deux grands sites où on a des centaines de restes, on va avoir une trentaine de restes au total. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour les paléoanthropologues d'essayer d'avoir une évolution des populations sans reste, sans fossiles. Donc ils vont regarder les évolutions culturelles, etc. Et sur ce site, bah, le fait d'avoir 10 niveaux archéologiques, ça permet de voir une évolution hein, finalement culturelle, avec à la base des outils très archaïques. Plus on va monter, plus on va avoir des connaissances de plus en plus importantes. Et puis on va avoir ce continuum comme ça sur 10 niveaux. Donc ce site, il est intéressant pour ça. Et donc, idéalement, j'imagine, il y a une éruption volcanique entre chaque endroit où tu trouves des fossiles, où tu trouves des outils, et tout ça permet de dater les choses bien proprement les uns par rapport aux autres. Ça, c'est le Ouais. idéalement. En fait, si on regarde ce site en particulier, il y a juste le niveau rouge où c'est une éruption bien en place. Là, l'âge à Mm. 650 000 ans, où c'est une éruption bien en place. Et ce que vous pouvez voir, c'est que finalement, tous les âges au-dessus, c'est à peu près la même chose si on prend l'incertitude. C'est parce qu'on va avoir. Attends, je regarde juste, j'ai l'impression que mon chargeur déconnecte un peu. Ouais, j'ai l'impression que je perds ma batterie. Je suis désolée. Tac, Il n'y a pas de c'est bon. souci.
entre le réseau et la batterie. Ouais, j'ai l'impression que mon chargeur charge pas trop. Mm, J'ai un doute, hein. Puis je peux pas sortir pour voir l'état de la batterie, mais il s'est mis en économiseur d'écran. Donc j'ai un peu Ah, peur. si t'as besoin de prendre 2 minutes de pause pour aller Non, regarder ça, vas-y, hein. non, c'est bon. Attends, j'ai compris. Mais par contre, je vais passer en Wi-Fi. Donc j'espère qu'on va pas perdre trop de connexion. Voilà. C'est bon. Est-ce que Ouais, tu m'entends bien? sans problème. Sans Sans problème. problème. Sur le Wi-Fi, on n'est plus sur le réseau. Ouais. Voilà, donc je sais plus ce que je disais. Oui, donc les éruptions, en fait, sont toujours les mêmes remobilités tout le long de la séquence, parce qu'on est dans une séquence proche d'une rivière, en fait, où les hommes préhistoriques se sont installés et où des minéraux volcaniques ont été drainés et sont remobilisés tout le long. Et en fait, la chance qu'on a eue à notre Archirico, c'est que tout au sommet de la séquence, il y a une éruption assez Ah, finale. Alison? Ouais, tu m'entends? Ouais, ça y est, ça avait un peu coupé, mais c'est bon. Ok. Donc, ce que je disais, ouais, il me dit que ma connexion Internet est 1. Ah, décidément, on n'a pas de bol avec Internet aujourd'hui. Et je crois que nous avons perdu Alison. Je Que je suis... Allô? perds. Ouais, tu m'entends? Ouais, ça y est. Toi aussi, t'as des problèmes de réseau, j'ai l'impression. Oui, c'est ça, la On technique est en éruption, c'est exactement ça. va, on va pas y arriver. C'est bon, tu m'entends? Je t'entends par bribes, mais ça coupe un peu. Alors, je sais pas si c'est en fait le réseau de région parisienne qui est en train de dysfonctionner gravement, parce que c'est quand même très bizarre. Là, ça a dû revenir, Ouais, mais par contre, j'ai plus trop de batterie. Donc, attends, je vais baisser la luminosité. On va essayer de minimiser. Donc, je joue entre la batterie et la connexion. ok. Désolée. Non, non, mais il n'y a pas de problème. On verra, j'espère que ça va pas couper. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y avait une éruption plus récente qui apparaissait au sommet de la séquence, et que cette éruption, on la voyait jamais avant. Hmm, Donc, ça veut dire qu'elle a eu lieu, en fait. On va jouer comme ça. hmm, Donc, si elle a eu lieu, c'est que tout ce qu'il y a en dessous était plus ancien que cette éruption-là. hmm. Ouais, je Donc, comprends. comme ça sur le site, et c'est souvent ce qu'on fait. C'est souvent ce qu'on fait. Alors, j'en profite pour te poser une question du chat. D'un point de vue conservation des données de la recherche, conservez-vous vos échantillons pour nouvelle étude sur le moyen ou le long terme? Et si oui, comment? Exactement, on conserve tout, on ne jette rien. Alors parfois, il n'y a pas assez de matériel pour refaire des études des années après. On garde tout dans notre inventaire au laboratoire et ensuite on a un plan de gestion de données. Maintenant, c'est la mode, où en fait on a tout un inventaire de tous nos échantillons et n'importe qui peut nous demander d'avoir accès à ces échantillons. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc Là, on préserve tout. j'ai l'impression que Astralia, qui te posait la question, était très intéressée par la réponse. Donc voilà, comme ça c'est fait. Euh, alors, parce que le temps file, et puis tu nous disais au début que tu voulais parler aussi, enfin que tu allais nous parler des questions climatiques. Tu en as un peu parlé au moment où on a vu les carottes maritimes, mais est-ce que tu peux du coup nous expliquer comment est-ce que ce travail sur site archéologique que tu nous as bien montré ici, comment est-ce que ça permet aussi de mieux comprendre le climat du passé et les interactions entre les sociétés humaines ou humanoïdes et l'environnement. Alors en fait, surtout, enfin moi je le prends plutôt à l'inverse dans mes recherches, c'est que souvent sur les sites archéologiques, bah, j'ai mes restes archéologiques, mais j'ai que ça. J'ai pas de conditions environnementales parce que rien n'est préservé. Donc en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de travailler par exemple sur des bassins lacustres ou paléolacustres, d'essayer de retrouver les mêmes éruptions que celles qu'on a analysées sur un site archéo, et finalement de corréler notre site archéologique avec la séquence lacustre ou la séquence marine qui est un peu plus lointaine. Juste pour tout le monde, séquence lacustre, c'est lac, c'est ça, hein? Dans, Oui, ouais, ok. ouais, dans un lac. Typiquement, en gros, voilà, moi, ce que je fais, c'est ça, c'est via les méthodes de datation, arriver à corréler toutes ces archives-là, donc du volcan à l'archéologie, au paléo-environnement, au paléoclimat.
toutes ces infos, on les a jamais au même endroit. Ou alors, on a vraiment énormément de chance et c'est un site super précieux, mais on n'a jamais ces infos-là. Donc, globalement, ce qu'on peut faire, ça va être, par exemple, là, c'est l'exemple d'un site qui est un lac en Albanie, qui s'appelle le lac Ohrid, et dans lesquels des chercheurs, des collègues ont fait un carottage sur sur une centaine de mètres, il me semble. Alors, je me souviens plus exactement de combien ils ont carotté, mais ils remontent de manière continue jusqu'au dernier million d'années. Donc là, c'est un enregistrement environnemental local de l'Albanie continu sur le dernier million d'années. Et dans cette séquence, bah, on a plein de pollen, par exemple. Les pollens sont très bien préservés. Un diagramme pollinique s'est présenté sous cette forme-là. En fait, quand vous allez avoir le pic vers le haut, c'est le pourcentage de pollen arboré, donc de pollen plutôt de période chaude, de période interglaciaire, comme on dit pour le quaternaire. Et donc, plus il y en a, plus il faisait chaud, moins il y en a, plus c'était aride et il faisait froid. Et par exemple, dans la séquence d'Ocride, bah, on a pareil une centaine de niveaux de téphra qui viennent beaucoup de la péninsule italienne parce qu'on avait un volcanisme intense en Italie sur toute cette période-là. Et le fait d'arriver à dater ces dépôts, bah, finalement, ça date aussi l'enregistrement. Et si on a cet enregistrement qui est bien daté et qui est un super enregistrement environnemental, bah, on arrive à le corréler à notre site archéologique qui est daté de la même époque. Et dans ce cas-là, on arrive à reconstituer, à relier, si vous voulez, un site archéologique à ces conditions environnementales. Pour être sûr de bien comprendre, quand tu parles d'enregistrement, c'est les pollens ou bien c'est les dépôts volcaniques? Non, ça va être les C'est pollens. les pollens, d'accord. Pollens ou d'autres choses. Oui. Ça peut être ça peut être la malacologie, ça peut être des isotopes. Enfin, ça va être plein d'éléments, ce qu'on va appeler des proxys en fait. Là, j'avais mis une figure avec différents proxys. Ça peut être des coquillages, ça peut être dans le marin, ça peut être des coraux. On peut même aller jusqu'aux carottes de glace en Arctique ou Antarctique. Les téphras vont nous permettre de dater ces archives. Et ensuite, selon l'archive qu'on va regarder, ça va nous donner ça va refléter les conditions globales terrestres ou au contraire des conditions très régionales. Et selon ce qu'on regarde, bah, on va prendre telle ou telle information. Typiquement, en Italie, il y a plein de petits anciens lacs qui sont un peu partout dans la chaîne de montagnes des Apennins, au centre de la péninsule. Bah, ces enregistrements nous permettent de reconstituer les conditions environnementales en regardant la quantité de matière organique, la quantité de calcaire, la quantité de coquilles, la nature des coquilles, la nature des pollens. Si on arrive à accumuler toutes ces données et qu'on arrive à les dater, parce que c'est aussi le challenge, bah finalement, après, on peut relier ce petit lac au site archéologique qui est à 50 km. Oui, ça va. Pardon, vas-y, oui, vas-y. Non, ou au contraire, par exemple, quand on regarde les carottes de glace, là, on va avoir un signal très global du volume des glaces terrestres. On va dire, bah, il faisait chaud, il faisait froid. Mais finalement, ça ne correspond pas trop à l'environnement local. Donc, ça dépend de ce qu'on va regarder et de quelle information on veut avoir. Ouais, donc du coup, ça nécessite un boulot en collaboration permanente, quoi, pour essayer de... Parce que toi, tu travailles sur les dépôts volcaniques, mais je ne sais pas si tu es spécialiste des coquillages, par exemple, je dis ça au pif, mais... Non, Oui. non. Et sur toutes les études du quaternaire, globalement, chacun a sa spécialité et on est obligé de travailler tous ensemble pour comprendre quel était l'environnement passé, comment s'est déroulée l'évolution humaine, comment se sont déroulées les évolutions des faunes. C'est vraiment un travail de groupe. On est des très gros groupes de recherche qui travaillent tous ensemble, qui publient tous ensemble. C'est un travail très collaboratif. Si on ne collabore pas, finalement, on travaille sur sa petite archive dans son coin, on a son info, mais on n'arrivera pas à répondre aux grandes questions. Donc c'est vraiment très collaboratif. Ouais, ça c'est vraiment hyper intéressant parce que je pense que c'est probablement l'une des... Alors c'est toujours un peu le cas en histoire, mais le fait d'avoir vraiment concrètement et matériellement besoin de l'expertise des autres, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est encore plus prononcé chez vous que quand on travaille sur des archives écrites plus traditionnelles, on va dire, quoi. On s'achemine lentement vers la fin. Est-ce que, avant que je passe à ma dernière question, il y avait un point sur lequel je t'ai coupé honteusement et sur lequel tu aimerais absolument revenir? Non, pas du tout, mais par contre, je peux juste montrer ce genre de figure un peu austère, un peu horrible, mais qui en fait montre de quelle manière, juste avec une éruption, on peut corréler toutes les archives. Et c'est ça qu'il faut retenir, que grâce à la datation, à la caractérisation d'une éruption, on peut dater les volcans, on peut dater, là, tout ça, ça va être des sites archéologiques. Toutes les petites étoiles jaunes, c'est des sites archéologiques sur lesquels moi j'ai travaillé en l'occurrence.
Et puis après, on va les relier parce qu'on va retrouver les mêmes éruptions dans des séquences environnementales. Alors là, on est en Grèce, là, on est en Albanie, et des séquences marines. Là, la OTP 975, par exemple, c'est une courbe qui reflète les températures de surface de la Méditerranée à cette époque. La dernière courbe, c'est le volume des glaces. Donc en fait, grâce à cet EFRA, on peut synchroniser tout ça et s'assurer du bon contexte chronologique et on s'autorise ou non à comparer des sites archéologiques, des sites paléontologiques les uns avec les autres. C'est comme ça qu'on peut répondre aux grandes questions sur l'évolution humaine. Sinon, c'est très compliqué parce que c'est que des petits spots très sporadiques. Alors, je remets l'image en grand pour que tout le monde voit bien. Donc, avec les sites archéologiques au milieu. Et donc, en fait, si on regarde, si on prend une ligne horizontale, on peut réussir à corréler le site archéologique avec les datations. Ça, c'est ce qu'il y a à droite, hein, à gauche, pardon. Ouais, c'est Les les dat- volcans avec les datations. Ça, c'est les volcans avec les datations. Et ensuite, à droite, c'est les données climatiques, les archives Ouais, du alors climat. les verts, c'est les environnementales, c'est des pollens. Ouais. Et tout ce qui est vraiment à droite, c'est marin. Donc les Ouais, ça, c'est enregistrements, assez magique, quoi. Ouais. ouais, les enregistrements marins donnent plutôt un signal global sur le climat terrestre, alors que les pollens, ça va être plutôt un changement environnemental, très Hmm. local. On a tout le même type de végétation dans les tropiques, en Méditerranée ou en Arctique. Hmm. Ouais, c'est vrai que, alors, je suis d'accord que là, comme ça, sans explication, il fait un peu peur, mais c'est vrai que ce graphique est assez magique sur le fait de réussir à corréler ces données environnementales, climatiques, et puis les sites et la datation, bien sûr, quoi. Alors, je vais passer à ma dernière question, du coup. Mais pour les gens dans le chat, n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions avant qu'on se quitte. Alison est encore avec nous et a encore de la batterie. Donc, du coup, Un peu. Je sais pas un combien peu. de temps, mais j'en ai encore. Euh, on n'a pas trop parlé de ton parcours. T'as un parcours qui n'est pas forcément voilà, celui d'une historienne qui aurait fait une licence d'histoire et qui ensuite se serait tournée vers l'archéo. Et là, déjà, c'est des parcours que nous, on considère parfois comme un peu atypiques. Donc, toi, c'est un peu différent. Est-ce que tu pourrais nous le rappeler très brièvement et puis aussi, surtout, nous dire, voilà, pour les gens qui s'intéresseraient à ces périodes très anciennes, quel serait le conseil en fait, que tu leur donnerais au regard de ce que tu as fait jusqu'à présent? Ouais, alors moi, initialement, j'étais vraiment passionnée d'archéo quand j'étais jeune. J'étais plutôt vers l'égyptologie, j'adorais ça. Et en fait, quand est arrivée la fac, il a fallu choisir entre aller en archéologie ou aller en sciences naturelles, enfin en SVT, parce que j'aimais beaucoup la SVT. Et puis, bah, dans mon parcours, je me disais, bah, peut-être que si je fais des sciences dures, entre guillemets, j'aurais plus de débouchés. Enfin, il y avait toute cette discussion à l'époque où je savais pas trop ce que je voulais faire. Bref, je suis partie en biologie-géologie, en licence de SVT. Donc j'ai fait ma licence et après, arrivé en master, je me suis dit quand même, l'archéo, ça me manque. J'aimerais bien arriver à récupérer ça. Et j'ai fait un master au Muséum d'histoire naturelle de Paris, donc qui mêlait la géologie du Quaternaire, donc la période que je vous ai présentée, et la préhistoire. Donc là, j'ai récupéré l'archéologie de la préhistoire. Ensuite, bah, j'ai rencontré des collègues avec qui j'ai travaillé, qui m'ont proposé un sujet de thèse mêlant archéo et volcano, donc tout ce que j'aimais. Donc j'étais très contente. Et ensuite, la carrière a déroulé comme ça. Je suis allée en postdoc à l'École française de Rome où j'ai rattrapé encore plus d'archéologie. Et aujourd'hui, bah, je suis maîtresse de conférence en géologie. Donc voilà, je suis très multidisciplinaire à la fin. Mais c'est vraiment super parce que finalement, j'allie un peu toutes mes passions. Donc j'ai eu beaucoup de chance aussi sur le déroulé de ce que je voulais faire. Si j'avais un conseil à donner pour les périodes très anciennes, bah, ça serait de faire comme moi, de passer plutôt par de la biologie, par de la géologie, parce que finalement, il y a l'archéo, mais l'archéo sans les données environnementales, est difficile à valoriser en fait, parce que finalement, c'est comme je vous disais, c'est difficile de reconstituer l'évolution humaine sans avoir l'environnement, sans avoir le climat, sans avoir la géologie locale. Donc c'est un tout. Il faut faire des sciences naturelles et de l'archéologie. C'est assez obligatoire. Mm, Et de pouvoir communiquer aussi avec des chercheurs en sciences naturelles, tout simplement. mm. Et bien du coup, ce sera le mot de la fin, sauf s'il y a, il y a des regrets de dernière minute. Mais je vois qu'il y a plein de personnes qui nous ont rejoints au fur et à mesure. Merci infiniment, Alison, c'était passionnant et c'était très clair pour une historienne des archives papier comme moi. Donc c'était vraiment super. Il y a une dernière question. On l'a un peu évoqué avec les mises en relation de sites proches, etc. Mais y a-t-il des zones du globe très difficiles à évaluer?
par rapport à d'autres? Alors, alors, il y a des zones du globe qui vont être difficiles à dater pour moi parce que finalement, le volcanisme associé ne sera pas approprié, en fait. Comme je vous disais, il y a plein de types de volcanisme différents. Typiquement, il va y avoir des zones où les minéraux ne vont pas être assez riches en potassium et où je vais avoir des incertitudes énormes. Donc, c'est vrai que pour moi, le bassin méditerranéen, c'est une zone géniale parce que j'ai la chance d'avoir un volcanisme propice à ça. Le rift est-africain avec les Australopithèques, c'est aussi propice à ça. Par contre, quand on va aller en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, là, c'est un petit peu plus compliqué. On commence à y arriver, mais le volcanisme est très riche en calcium et pas en potassium. Et pour nous, là, c'est un peu la limite de la technique. Et puis, bah, tout ce qui va être très récent. Encore que, on commence à s'amuser sur des zones très récentes. Mais voilà, on fait progresser les techniques au fur et à mesure. Et on se dit qu'on va finir par y arriver. Quand tu dis très récent, c'est dans les 50 000 dernières années, c'est ça? Ouais, Oui. là, je travaille en ce moment sur des éruptions qui ont 10 000 ans. Donc, 10 000 ans, ça se fait bien. Ça se fait bien. En dessous de 10 000 ans, sur Pompéi, par exemple, j'ai fait des tests. Ça marche, hein, mais j'ai des incertitudes tellement énormes que ça sert à rien. Enfin, voilà, c'est plus moi qui m'amuse sur ma méthode, quoi. Mm. Mais c'est tout. Super. Ben, merci infiniment d'avoir pris de ton temps et puis voilà pour ces explications vraiment super claires. Je suis désolée pour les petits soucis techniques. J'en ai eu aussi de mon côté, donc pas de problème. Puis, bah, merci Euh, à vous, merci à toi. C'est super. Merci à toutes les personnes aussi qui nous ont suivis. Le live sera aussi disponible sur YouTube, donc si vous nous avez rejoints en cours de route, vous pourrez retrouver le début d'ici la semaine prochaine a priori, et puis bien sûr sinon sur Twitch pendant une semaine. Euh, Merci à tous, merci à toutes, merci Alison, et puis très bonne soirée. On se retrouve a priori dans la première quinzaine de mai. Et là, on parlera d'histoire de l'art à l'époque moderne, en Italie aussi, parce que oui, vous aurez peut-être remarqué que ça coule de source à un petit tropisme italien, euh, qui n'est pas du tout dû au fait que les gens qui s'occupent de sa coule de source aiment beaucoup l'Italie. Voilà. Passez une très bonne soirée et à très bientôt.